Qu'est-ce qui t'arrive? Oh rien, c'est juste qu'aux dernières chevauchées, je me suis fait capturer et rançonner 2 fois. Ça coûte cher et c'est pas bon pour le moral. Ah, j'avoue. Si tu veux la prochaine, on se la fait à deux et on la joue sécurité. On vise un petit village en marge, on prend quelques bœufs, avec un peu de chance un cheval, et hop. Ouais, mais c'est la déprime quoi. C'est comme ça, hein. Quand ça passe pas, faut se refaire doucement. Et puis tu prends toujours moins de risques que celui que tu dépouilles. Ok, va pour y aller tranquille la prochaine fois. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur les chevaliers et après avoir vu les questions que pose leur apparition, on va devoir se demander ce qu'est la guerre pour eux. Leur rôle, mais surtout la norme de leur comportement. Comment ils font la guerre quoi. Et pour l'illustrer, nous allons nous intéresser au vol de quelques bœufs à Cognoly dans les Abruzzes en 1124. Dis-moi que tu te fous de moi s'il te plaît. Non, malheureusement. Même si on va parler de guerre communale aussi, il nous faut aborder ce qu'on nomme un peu largement les guerres privées des chevaliers. Et alors, tu pouvais pas nous trouver un truc plus majeur? Si, sûrement. Mais c'est un peu une erreur de focaliser notre regard sur les affaires importantes. De fait, pour trouver la norme de la guerre au XIIe et XIIIe siècle, il faut plutôt tourner notre regard vers les affaires locales. Donc t'as décidé de nous parler de bœufs. T'as intérêt à nous rendre ça intéressant, c'est moi qui te le dis. T'inquiète pas, on va juste s'en servir d'illustration. De toute manière, je ne m'appuie que sur un article qui s'appuie sur une chronique parlant des tenants et des aboutissants de cette petite affaire. C'est limité, mais au moins c'est du concret. La généralisation viendra après. Donc, notre affaire de bœufs, elle implique des acteurs, notamment des 2 villages de Cognoly et d'Alano. Chaque village ayant son castrum, sa mode castrale, son château quoi. Et en 1124, ces 2 modes castrales n'appartiennent pas au même seigneur. D'un côté, on a Gérard de Cognoly, de l'autre, on a l'abbaye de Casoria. Et ces 2 entités sont en conflit dans une région encore assez instable. Donc avant de parler de bœufs, on va faire un peu de contexte. Nota bene d'ailleurs, ne prenez aucune des régions dessinées sur les cartes pour argent comptant. C'est pour vous donner une idée de là où ça se trouve, mais c'est de l'à peu près. La région qui nous intéresse est dans les Abruzzes actuelles. Jusqu'en 1070, c'était le duché de Spolète, alors divisé en 3 comtés, Aprotium, Penne et Chieti. Mais au cours de la deuxième moitié du XIe siècle, ce duché est profondément redessiné du fait de la conquête normande de l'Italie du Sud. Sans rentrer dans les détails, les Normands arrivent comme mercenaires au service des puissances installées dans la région, puis ils se mettent à leur propre compte. C'est plié assez rapidement. En ce qui regarde le duché de Spolète, les Normands du comte de Loritello remontent progressivement de 1070 à 1090 jusqu'à maîtriser le comté de Chieti et le sud de Penne. Avec le phénomène d'encastellement, les pouvoirs se redessinent entre des seigneuries moyennes avec 2 camps principaux qui se démarquent, les pro-normands et les pro-Saint-Empire. Pareil, je développe pas trop ce qu'est le Saint-Empire, retenez simplement que, à cette époque, le nord de l'Italie est sous l'influence de la branche allemande de l'Empire carolingien qui a fondé le Saint-Empire romain germanique. C'est une influence assez lointaine que les Normands, en arrivant dans le duché de Spolète, remettent en cause. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans un premier temps, les pro-Saint-Empire sont clairement sur le reculoir. Mais petit à petit, le rapport de force se stabilise et notre affaire prend place entre 2 acteurs de ces 2 camps, dans un petit espace de la vallée de Pescara. Le castrum d'Alano qui nous intéresse est un point stratégique pour le contrôle de la rivière. Dans un premier temps, il est contrôlé par les Normands, alliés au seigneur de Tocco et à Gérard de Cognoly. Mais ce dernier est en conflit avec une abbaye, celle de Casoria, qui est restée fidèle à l'Empire. N'imaginez pas un simple bâtiment, il s'agit d'une entité dotée d'une grande assise foncière, des villes, des villages, des castrats et des monastères. Bref, Casoria est une puissance locale qui, après avoir bien reculé,
semble reprendre le dessus vers 1100, tant et si bien qu'en 1120, les Normands et Gérard de Cugnoli restituent le castrum d'Alano à l'abbaye. Visiblement, bien qu'on n'ait pas trop les détails, le seigneur de Tocco a déconné sec en tentant de capturer dans un guet-apens l'abbé Gisot de l'abbaye Casoria. Ce dernier aurait rassemblé une grosse hoste de 4000 hommes pour se venger. On sait pas trop ce qui se passe, mais on connaît le résultat. Le castrum d'Alano retourne sous le contrôle de Casoria, ce qui dénote un retournement du rapport de force. Mais voyez pas ça comme un traité de paix, hein. Le conflit perdure. C'est une compensation sûrement en réponse à une réussite militaire de l'abbaye. Ainsi, pour l'affaire qui nous intéresse en 1124, on se retrouve avec le seigneur de Cugnoli, allié au seigneur de Tocco en conflit avec l'abbaye de Casoria, elle-même contrôlant le castrum et le village d'Alano. Si on dessine les zones d'influence des deux camps, on voit que tout est entrelacé et que le castrum de Cugnoli est en situation de frontière avec la zone centrée sur celui d'Alano. Et c'est là qu'interviennent nos bœufs. En 1124, au moment des labours, un certain Jean, fils d'Asco et habitant du castrum de Cugnoli, a besoin de bœufs pour labourer son champ. Rassure-moi, tu prends pas un tournant Tolkien là? Pour cela, il se rend à Alano où vivent des amis à lui qui ont des bœufs. Il voudrait qu'il l'aide à labourer et à semer. Attends, mais t'as pas dit qu'ils étaient en guerre? Les seigneurs des castrats d'Alano et de Cugnoli, oui, mais pour les paysans, c'est surtout une situation d'insécurité. D'ailleurs, les amis de Jean refusent en raison de ces conflits. Ce qui semble logique. Oui, mais Jean, sûr de sa fortune, s'engage à couvrir les pertes en cas de problème. Rassuré, ses amis le suivent avec leurs bœufs et ils commencent à bosser sur les champs de Jean. Laisse-moi deviner, ça se passe pas bien? Et non, ça se passe pas bien. Ils sont rapidement attaqués et dépouillés par des cavaliers dont on ne connaît pas l'identité, mais qui sont des milites qui relèvent très certainement du seigneur de Cugnoli. Et Jean dans l'affaire? Il peut pas rembourser. Ce qui amène non pas ses amis, mais l'abbaye de Casoria à demander des réparations au seigneur de Cugnoli. Oui, enfin, ils sont en guerre, ils s'en foutent. Visiblement non. Cela doit faire un moment que les relations entre Casoria et Cugnoli se pacifient. En témoigne la rétrocession d'Alano. Donc il faut bien compenser ce qui est vécu comme une perte, disons de capital, par Casoria. Donc il paye? Oh non, il transfère Jean, ses enfants et ses terres à Casoria. Ce qui pose des questions sur le servage, mais on va pas les explorer ici. Ah. Donc c'est ça ton histoire de bœuf là? Tout à fait. Elle nous donne accès à un type d'épisode qu'on raconte rarement chez les chevaliers, le pillage en opération éclair. Dont l'objet ici a été les bœufs et le rançonnage des paysans, ce qui est une norme tout à fait installée dans l'Italie du XIIe siècle. Et les dynamiques qu'il y a derrière sont intéressantes. Il ne s'agit ni d'une violence complètement déréglée, ni d'un mal qui ne puisse être compensé. Simplement, les compensations concernent les seigneurs impliqués et non les véritables victimes. A l'inverse, on observe que les conflits entre seigneurs n'empêchent pas une entraide inter-village. Ce n'est pas un conflit inter-étatique avec des frontières strictes. Et ça, c'est notre porte d'entrée vers ces fameuses guerres privées du Moyen-Âge, locales, difficiles à saisir. Elles ne sont pas des grands déchaînements de destruction, mais plutôt des suites de pillages limités se concentrant sur les biens faciles à s'approprier. Il ne faut donc pas s'imaginer des villages en flammes, des villageois massacrés jusqu'au dernier ou que sais-je. Ça devait arriver, mais la norme, c'était certainement mettre la main sur du bétail, capturer des personnes et récupérer des armes et des armures. Les chevaliers ne devaient ni rentrer dans les maisons pour les fouiller de fond en comble, ni récupérer le grain ou la farine, trop difficile à transporter. Fallait que ce soit rapide. Enfin, je dis chevalier, mais on est toujours dans la tension de l'épisode précédent. On explicitera ça dans l'épisode suivant. De fait, on préférera milites ici. C'est de la cavalerie entretenue aux frais des propriétaires de châteaux et autres seigneurs. Ainsi, en termes de fonction, on observe surtout que ces milites forment une troupe occupée à protéger un espace et à faire des raids dans d'autres. Notez d'ailleurs qu'on nomme ces raids des chevauchées ou des cavalcades, à ne pas confondre avec les grandes chevauchées de la guerre de Cent Ans. On reviendra sur celle-là dans le dernier épisode de la série. Toujours est-il que, comme en face on a les mêmes, il devait y avoir des accrochages régulièrement, des combats opposant quelques dizaines d'hommes avec des cavaliers de chaque côté.
Et là, il se passe un truc tout à fait intéressant qui a sûrement participé à la mise en place de la chevalerie en tant que statut social. En effet, le principe de ces raids, c'est à la fois de fragiliser l'adversaire et de s'enrichir personnellement, puisque les prises appartiennent à ceux qui les font. Ainsi se met en place une pratique de la rançon. Les milites se reconnaissent entre eux et observent bien que l'autre est une manne financière potentielle. Qu'il vaut donc mieux capturer vivant, à la fois pour en récupérer les armes et armures, mais aussi pour le rançonner. Conséquence de quoi, une chevauchée n'est pas une entreprise très risquée pour les milites, en tout cas du point de vue vital. Ils peuvent se blesser, perdre de l'argent, mais la mort c'est beaucoup plus rare, surtout vu leur protection. Cette pratique de la chevauchée et de la guerre privée contribue ainsi à faire émerger des codes, des ententes, des règles souvent tacites, ce qui fait que les milites, même ennemis, se respectent mutuellement. On peut même supposer que la charge à lance couchée, dans sa dimension individuelle, est particulièrement appréciée pour sa capacité à désarçonner, et donc à rendre possible la capture. Au niveau de la guerre, les chevauchées sont d'ailleurs construites comme des vengeances pour réclamer justice, un peu comme les fêtes franques, des vengeances privées entre clans. D'ailleurs, vengeance et justice sont deux mots assez synonymes au Moyen-Âge. En bref, on ne lance pas une chevauchée pour rien, on la fait dans son bon droit contre un seigneur auquel on réclame réparation. Ça participe à faire durer, puisqu'on se rend les coups, mais aussi à en contrôler l'intensité, puisque tout seigneur rend des comptes sur ce qu'il fait, notamment à travers des rassemblements publics. S'il commettait des actes démesurés, il serait vite lâché par ses proches, sa famille, ses vassaux, etc. Bon, évidemment, au milieu de tout ça, c'est la paysannerie qui est maintenue dans une situation d'oppression. Elle est même doublement perdante, puisque c'est elle qui paie des taxes pour la protection d'un seigneur. Mais en se mettant sous cette protection, elle devient cible potentielle des ennemis de ce seigneur. Alors si les milites se vengent les uns les autres en frappant les paysans pour ensuite se remettre d'accord entre eux sans jamais dédommager les paysans, vous comprendrez que c'est pas giga facile. Globalement, les milites s'en foutent. La paysannerie n'est qu'un moyen de pression dans le cadre d'une guerre privée, pas des faibles à protéger au nom de je ne sais quoi. Cette fonction militaire donne donc un double droit aux milites, celui de l'impôt au nom de la protection et celui de la razzia au nom de la vengeance. Ceci étant, même dans ces deux fonctions, ils sont secondés de piétons et autres hommes d'armes. Dans les faits, les milites se distinguent plus dans leurs fonctions administratives ou judiciaires. Et dans l'organisation de la construction de routes, d'infrastructures, etc. On verra ça dans un prochain épisode. Toujours est-il que nos petits bœufs dans les Abruzzes nous montrent parfaitement tout ça. Une chevauchée limitée qui coûte à la paysannerie et dont la réparation se décide entre seigneurs et pour les seigneurs, indépendamment du mal fait à Jean ou à ses amis. Mais ça reste relativement imprécis et j'entends votre frustration. On a du mal à savoir comment ces chevauchées se décidaient, qui les composait, combien de temps elles duraient, etc. De fait, les chroniques ne nous en parlent pas beaucoup et ont fortement tendance à concentrer leur regard sur les milites ou sur les effets, plus que sur la pratique quotidienne. On a retrouvé avec nos bœufs une chevauchée, dans un océan de conflits difficiles à délimiter. Mais dans notre malheur, nous avons un peu de chance car nous sommes dans l'Italie du IIe siècle. Et cette Italie-là, c'est celle où naissent les communes. On a un peu parlé de l'une d'elles avec Machiavel, mais bien plus tard évidemment. Mais pourquoi les communes italiennes nous intéresseraient-elles ? Eh bien justement parce qu'elles comptent en leur sein des chevaliers urbains. Au sens de citadins, hein. Ils sont pas plus polis que les autres. Et grâce aux institutions de la commune, on a un peu plus d'informations sur ce que ces milites, formant la militia de la ville, faisaient. Alors vu qu'on va pas revenir en Italie ensuite, on va y jeter un œil. Au cours des XIe et XIIe siècles, des cités se développent avec un nouveau système de gouvernance permettant de partager le pouvoir. La commune est ainsi dirigée par une seigneurie collective où les milites et les notaires se distinguent de la population. On a ainsi une Italie coupée en trois, entre le sud aux mains des Normands, soumise au fonctionnement seigneurial classique, le centre sous influence pontificale et le nord où les communes se multiplient, rassemblant dans leurs centres urbains les milites des campagnes environnantes, le contado. S'il y en a à qui ça rappelle des trucs, c'est normal. On ne va pas faire l'histoire de leur gain d'autonomie face au pape ou au saint-empereur. Ça nous amènerait trop loin, on devrait parler de la bataille de Legnano et ça c'est long. Retenez surtout que les communes sont dirigées essentiellement par les nobles et les chevaliers urbains. Ces derniers se distinguent très clairement du reste de la population par leur assise financière, leur permettant d'avoir des chevaux et de remplir le rôle de cavalier. Selon leur puissance, ils rassemblent autour d'eux une cour armée, comme on a pu le voir pour les seigneuries classiques,
et obtiennent de nombreux avantages fiscaux. Ils se rassemblent en societas militum, développent leur code et surtout protègent leur patrimoine immobilier. C'est vraiment essentiel à comprendre sur les chevaliers urbains. Ils se financent grâce à leur propriété immobilière avant tout. C'est une population qui obtient son rôle militaire grâce à sa position socio-économique. Du reste, il y a le même système de vassalisation que dans le reste d'Europe. Là, ces chevaliers se distinguent un peu, c'est qu'ils se montrent avec des maisons-tours au cœur de la ville. Cela ne les empêche pas d'avoir également des châteaux dans le contado pour contrôler la population agraire. Et globalement, les chevaliers de la région sont progressivement forcés de résider au moins une partie de l'année en ville, puisque leur service de garde est dû à la seigneurie de la commune. C'est pas du tout négligeable, hein. Pour une ville entre 15 et 25 000 habitants, on peut compter entre 700 et 1300 milites. Les championnes restant Florence et Milan qui devaient avoir dans les 2000 milites. Bref, les chevaliers urbains ont ainsi plusieurs activités. Gestion de leur patrimoine immobilier, investissement marchand, présence dans les conseils de la ville, puisque c'est chez eux qu'on élit les magistrats, autres consuls et dirigeants de la ville. Et bien sûr la guerre, qui est un aspect essentiel de leur vie et une activité plus que lucrative. Quand on la fait bien, évidemment. Alors comment ça se passe ? Ici, on n'est plus vraiment sur des guerres privées. Il y a des dimensions collectives du fait que les conflits ont lieu entre communes. Mais derrière, c'est la même chose, hein. Il s'agit de réparer un tort, de régler une dispute. Et à chaque fois, c'est une occasion de s'enrichir. En effet, les prises de chaque chevalier lui appartiennent, ce qui le motive à la recherche de butin et de rançon. D'ailleurs, pour les aider dans leurs affaires, les communes ont mis en place un espèce de système d'assurance nommé emendatio. Le principe étant très intéressant, je vous fais une capsule sur le sujet. Toujours est-il qu'il y a deux types d'entreprises militaires au sein des guerres communales. L'exercitus et la cavalcata. L'une est publique, l'autre privée. L'exercitus, en gros, c'est la convocation de toutes les forces de la commune. Ça peut mobiliser jusqu'à la moitié des hommes de la cité. Autrement dit, c'est pas du tout une opération qui se fait à la légère. On convoque l'exercitus après une certaine préparation. C'est une décision collégiale lourde. Et évidemment, on ne la convoque pas pour discuter de la saison. En général, c'est en dernier recours pour se défendre ou alors pour aller dévaster le territoire adverse ou bien rechercher une bataille. Les chevaliers y ont tout à fait leur place et c'est dans le cadre de cet exercitus qu'ils peuvent former de véritables unités de cavalerie, avec des charges collectives pendant les batailles. C'est clairement pas leur quotidien, mais c'est la pratique par laquelle ils font la différence dans les grands engagements. Et au-delà de l'image de chevaliers individualistes et incontrôlables, ils avaient une certaine discipline pendant ces batailles. C'est surtout que c'était rare pour eux de la pratiquer en conditions réelles. La charge de chevalier prend un peu trop de place dans notre imaginaire, et elle semble se mélanger avec les enjeux individuels des chevauchés. Bon, après, le concept n'est pas nouveau non plus, hein, même si elle oppose en général des unités de chevalerie entre elles, dont le but est du coup la capture. En formation, la chevalerie se disposait sur une ligne très serrée, au coude à coude si possible, de 3-4 rangs, et découpée en différentes unités qu'on peut nommer bannières ou conrois. Cette ligne pouvait être suivie d'une, voire deux autres, si les chevaliers étaient assez nombreux. Une charge contre une unité ennemie se faisait généralement en escalier de la droite vers la gauche. Chaque unité accélère très progressivement pour conserver la cohésion, passant du pas au triple galop afin de maximiser la vitesse à l'impact, le principe restant toujours de concentrer l'énergie cinétique du cheval et du chevalier à la pointe de la lance. Si l'exécution de la charge ne change pas, le but peut différer en fonction de ce à quoi les chevaliers sont opposés. Contre d'autres cavaliers, on cherche à désarçonner pour capturer, ou au moins laisser aux piétons en soutien derrière terminer le travail. Contre de l'infanterie, il faut surtout briser la cohésion, casser le bloc en plus petits bouts, s'infiltrer jusqu'à pouvoir se battre en détail. Si la première charge ne suffit pas ou échoue, l'unité se retire et profite des charges des unités suivantes pour se reformer derrière la dernière ligne et retenter une charge. Au bout d'un moment, les formations sont de moins en moins bien tenues, ce qui peut amener à des combats de détail, des duels. Une charge suffit donc rarement, et le camp victorieux est en général celui qui a le mieux conservé sa cohésion. Évidemment, ce genre de manœuvre n'avait rien d'évident, mais les chevaliers avaient des pratiques collectives pour s'y exercer. On éclairera ça plus tard dans la série. Bon, je vous raconte tout ça pour vous donner une idée et vous parler un peu de bataille, mais évidemment ça connaissait des variantes en fonction des régions ou des époques. Ça reste une bonne vision générale du comportement des chevaliers sur le champ de bataille. Enfin, des chevaliers qui restaient à cheval, hein. Il leur arrivait de démonter, mais ça c'est une autre question. Ainsi, l'image de la charge de chevalier qu'on garde en tête est plutôt bonne. Ils se concentraient en général sur les ailes et visaient effectivement le choc.
Mais encore une fois, ils n'étaient pas les seules troupes, ni même les seuls cavaliers d'ailleurs. Et un chevalier avait rarement au cours de sa vie l'occasion de pratiquer en situation réelle de telles charges. En effet, pour revenir à notre exemple de l'Italie communale, l'exercitus est un effort conséquent, pensé, préparé en amont, et qui ne pouvait durer plus d'un mois pour des raisons logistiques et économiques évidentes. Et globalement, ce n'est pas mobilisable à n'importe quelle saison. De toute façon, on n'y fait pas appel régulièrement. Ce qui nous amène au deuxième type d'opération, la cavalcata, ou cavalcade, ou la chevauchée. Cherchez pas, hein, c'est ce qu'on a décrit tout à l'heure. Ce sont des opérations beaucoup plus limitées qui s'organisent en réalité quasiment du jour au lendemain. Un groupe de militaires se rassemble, se trouvent quelques troupes de soutien et en avant Guingamp. C'est vraiment de la prédation. On vise le territoire adverse et on y pille ce qu'il est facile de récupérer. Et si au passage on peut capturer un chevalier ennemi pour le rançonner, c'est d'autant mieux. Dans le cadre de ces cavalcatas, il arrive également, en cas de conflit plus intense, que les chevaliers s'adonnent au guasto. Destruction systématique des récoltes adverses. Là, c'est plus tellement pour faire du fric, c'est surtout pour faire plier la commune ennemie. Mais globalement, en plus des récoltes, on vise globalement les mêmes choses. Bétail, armes, armures, chevaux, rançons. Certaines pouvaient se faire en mode commando sur une journée. D'autres pouvaient prendre des allures plus importantes d'expédition sur plusieurs jours. Et ça rapporte énormément. On peut parler d'une économie des chevauchés dans une époque où la monnaie s'est bien diffusée. Pour vous donner un ordre d'idée, un Miles doit emporter avec lui dans les 150 livres de matériel et de monture durant une expédition. C'est un capital important puisqu'il représente au moins 5 fois la paie annuelle d'un employé communal de bon rang. Mais une chevauchée peut rapporter aussi. Une épée, un poignard ou une lance rapportent entre 5 et 10 livres. Une armure ou un équipement de monture complet, c'est plutôt entre 25 et 50. Un cheval coûte dans les 100 livres. Un Miles lambda, lui, se rançonne pour entre 50 et 100, quand les plus prestigieux d'entre eux peuvent se monter à 300-400 livres. Un simple piéton, lui, sera rançonné entre 20 et 40 livres. Bon, après, je vous passe les jackpots comme les marchands richissimes ou les seigneurs très haut placés, où là, la rançon pouvait taper dans la dizaine de milliers de livres. On a ainsi des champions parmi les champions, comme Castruccio Castracani, qui aurait réussi au cours de sa vie à rançonner pour 100 000 livres aux Florentins. Bref, si vous gérez bien vos chevauchés, si vous avez la côte, vous pouvez clairement vous faire de la maille. Ça peut sembler bizarre, compte tenu de notre image des chevaliers comme des personnalités recherchant avant tout l'honneur, mais en fait pas tant que ça. Si on reviendra plus tard dans la série sur le système de valeur de la chevalerie, on peut au moins noter aujourd'hui que la notion d'honneur n'a pas du tout le même sens à l'époque que pour nous aujourd'hui. Excepté pour ce qui est de la parole donnée. Et encore, il faut l'avoir donnée à un autre chevalier. La dimension pragmatique et même intéressée de la recherche de gains matériels n'est absolument pas proscrite. De même que le réalisme stratégique, faisant que les chevaliers savaient parfaitement faire usage de ruses, de roublardises, etc. Le résultat compte aussi. Là où en revanche les codes de la chevalerie ont leur importance, c'est dans le traitement des chevaliers adverses capturés. C'est important d'être un bon hôte, parce que rien ne dit que dans quelques chevauchés ce sera pas vous l'invité. Mais la conséquence de cette économie chevaleresque de la rançon et du butin, c'est que les 3 plus gros risques que courent les chevaliers au cours des guerres classiques, c'est la blessure, la perte d'armes ou de chevaux et la capture pour la rançon. Et encore pour les pertes matérielles, il y a les mendacio, mais je laisse ça pour la capsule. Et quand je dis guerre classique, il faut bien me comprendre. Entre l'exercitus et la cavalcata, la norme, c'est la cavalcata, et de très loin. Tenez par exemple, de 1229 à 1235, Florence et Sienne sont en guerre. Comme souvent d'ailleurs. Et bien sur ces 6 ans, l'exercitus n'est convoqué que 3 fois et jamais pour plus de 3 semaines. Même pas 3% du temps et sans bataille notable, contrairement au conflit suivant qui donnera la bataille de Montaperti en 1260. En revanche, pour les milites, l'activité est quasiment continue. Rien que pour la garde des différents châteaux, c'est pas non plus tous les jours la foire aux bœufs en territoire ennemi. Mais aussi parce qu'on trouve la trace de plusieurs chevauchés par saison, 4 en moyenne et jusqu'à 6 en printemps ou en été. L'autonomie de ce genre d'entreprise laisse d'ailleurs penser qu'elles étaient plus nombreuses car, contrairement à l'exercitus, elle n'était pas contrôlable par la commune. Alors vous me direz qu'avec ces occasions de s'enrichir, les chevaliers urbains devaient tout faire pour être en guerre. Mais en réalité, et ça se retrouve dans les autres régions, leur rapport à la guerre est plus ambivalent. Oui, c'est une belle occasion de s'enrichir, mais c'est aussi une époque où ils peuvent perdre gros et où leurs autres activités sont moins rémunérantes.
Pour les chevaliers urbains, le commerce, l'immobilier, ça rapporte plus en temps de paix. Pour les campagnes, les taxes sur le passage des routes, des ponts, sur l'utilisation des moulins, etc., ou même simplement leur vente de surplus, c'est pareil. Ce qui fait qu'ils devaient tout de même essayer de limiter la casse. Encore une fois, leur spécificité vient plus de leur fonction administrative que militaire à l'échelon local. En bref, on voit déjà à travers ces chevaliers urbains se dessiner une chevalerie statut social plus qu'une chevalerie fonction. Les chevaliers se reconnaissent, ont des codes et des intérêts propres au sein de leur société. Et la guerre n'est pas tellement leur chasse gardée, bien qu'ils y aient une place de choix. Vous voyez donc qu'en portant notre regard sur cette Italie communale ou sur une petite affaire de bœufs dans les Abruzzes, on peut déceler les frontières de cet objet un peu flou qu'est la guerre quotidienne des chevaliers. Elle est surtout faite de chevauchés, d'un pillage contrôlé dont le règlement final se fait entre seigneurs. Même les guerres entre communes peuvent se rapporter à une forme de guerre privée, puisqu'à l'époque, ce sont bien les milites qui tiennent les institutions décisionnaires de la ville. Ce qu'il est important de retenir à ce propos, c'est que les chevaliers n'ont pas seulement marqué les campagnes, mais aussi les villes, expliquant la survivance de certaines pratiques et institutions dans les siècles suivants. Notez tout de même que cet aspect local et privé de la guerre chevaleresque n'est pas sa seule forme. Des conflits plus globaux impliquant des seigneurs plus puissants, mobilisant leurs vassaux notamment. Contrairement aux guerres privées, locales, limitées, là on parle de guerre faisant appel au devoir des vassaux, le servitium debitum, le service dû à son seigneur. Il est d'ailleurs intéressant de noter que des 3 obligations imposées par ce service, qui sont le service de garde, la chevauchée et l'ost, c'est la chevauchée qui disparaît le plus vite car on s'embête pas à faire venir du monde juste pour aller capturer des bœufs. Nous allons donc devoir nous intéresser à un conflit plus important dans le prochain épisode, et aussi nous confronter à la question de cette hiérarchie entre les chevaliers. Ou plutôt de leurs différentes natures, car on esquive depuis le début en disant milites, mais du seigneur au garde du château, du capitaine au cavalier, de l'urbain au rural, etc., il y en a plein des types de chevaliers. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Un bœuf.